le 3 novembre, sur le rivage. J'évitais les stations balnéaires par de courts crochets sur la plage. Le sable était piqué de millions de tortillons évacués par les vers. Cela donnait au shore des airs de rizières indochinoises. Les havres festonnaient la côte à moindre rythme que les villages vacances de l'après-guerre. Je passais Pirou-Plage, Lindbergh Plage, Barneville Plage. Ces installations étaient la projection sur le front de mer des villages historiques, 6 à quelques kilomètres, en retrait. À la reconstruction, la Société des loisirs avait apporté sa touche au remodelage du paysage. Après la rocade routière et le silo à grains, la station balnéaire avait constitué l'un des totems de la France prospère. La Société des années 1960, sûre de son avenir, faisait du territoire une aire de jeu. À l'est, le long de l'arc alpin, les stations de ski attiraient les vacanciers pour les sports d'hiver. 6 mois plus tard, le balancier oscillait et amenait les estivants au bord de la mer. Naissaient les bases de loisirs et les villages vacances. On jouait dans le sable ratissé par les tracteurs après avoir glissé sur la poudreuse crachée par les canons à neige. La géographie du loisir avait apporté les derniers coups de bistouri nécessaires à la transformation de la face du pays. Désertés en cette morte saison, les lieux avaient le charme des coulisses de théâtre, où les régisseurs remisent les décors. Seuls s'activaient sur la plage les tracteurs des pêcheurs cultivant leur jardin de coquillages quand la marée baissait. Parfois, un chien traversait une rue. Cet été, la cloche du marchand de glace annoncerait que les hommes étaient revenus demander à la mer de vivifier leur corps javelisé par des mois passés en ville. Le 5 novembre. Le chemin reprit ses dispositions fraternelles, serpentant au bord du vide, frôlant l'extrémité du cap de Carteret, sur le crêt des falaises. La mer barattait son écume sur les platiers noirs. Les échancrures laissaient deviner des caches, replis de chouans ou alcôves pour vieilles maîtresses entraînées par Barbet. Une flore saline, épineuse, s'accrochait au vide, résistait avec une modestie admirable. Une leçon pour alpinistes égarés au bord du monde normand. Gouasque et Humann m'avaient rejoint à Barneville-Carteret, et nous avions monté les tentes devant les îles anglo-normandes, sur l'avancée du cap du Rosel, protégés par des murets de pierre, eux-mêmes couronnés de genêts. Les parcelles portaient un nom qui convenait au bivouac de sentinelles. Le corps de garde. Les nuages, puis la nuit, masquèrent les îles. Dès l'aube, Gouasque, bardé d'appareils photo, tenta de ne pas laisser le moindre reflet de la Manche échapper à son objectif. Humann, lui, se demandait pourquoi on en faisait tant avec le Cotentin, alors qu'il y avait la Crimée. Moi, je trouvais désinvolte d'avoir couru le monde en négligeant le trésor des proximités. Gouasque convenait qu'il y avait le signe d'une désorganisation mentale à se sentir des îles Kouril quand on venait de Cambrai. Moi, dictateur, ajouta Humann, je forcerais chaque enfant à traverser la France à pied. Cela prémunirait de l'obésité et chacun connaîtrait le nom des plantes. Et les hommes politiques, dit Gouasque, s'ils marchaient quelques semaines, ils seraient élus. Cela aurait pour eux un effet Lazare. Je retardais mes compagnons à trop contempler les murets. L'art de la marqueterie bocagère avait atteint ici un haut degré d'accomplissement. La pierre accueillait la mousse arrondissait les angles et protégeait des sociétés de bêtes. Oh, comme il eût été salvateur d'opposer une théorie politique du bocage aux convulsions du monde. On se serait inspiré du génie de la haie. Elle séparait sans emmurer, délimitait sans opacifier, protégeait sans repousser. L'air y passait, l'oiseau y nichait, le fruit y poussait. On pouvait la franchir, mais elle arrêtait le glissement de terrain. À son ombre fleurissait la vie. Dans ses entrelacs prospéraient des mondes. Derrière sa dentelle se déployaient les parcelles. La méduse du récent globalisme absorbait les bocages.
Ce remembrement du théâtre mondial annonçait des temps nouveaux. Il serait peut-être heureux, mais n'en donnait pas l'impression. Qui savait si les nouvelles savanes planétaires allaient produire d'heureux forums ou des champs de bataille? Ce qui était sûr, c'est que la tempête arrivait sur Flamanville et que nous n'avions pas d'abri, pas un dolmen, pas un bunker, et même pas de troquet avancé sur la falaise. Clopiner sur les chemins noirs m'avait mené par un pays qui ne paraissait pas très disposé au changement. C'est l'inconvénient d'accuser le poids des ans. Comment la France pouvait-elle s'avancer vaillante dans l'époque mondialisée alors qu'elle se croyait encore un destin antique? Aucun fossile n'est jamais mûr pour les métamorphoses. Demande-t-on aux conservateurs de la salle des trésors de s'occuper des affaires internationales? Depuis les zones tropicales jusqu'à l'Arctique groenlandais, émergeaient des nations disposées à devenir chefs de gare planétaires et épiciers globaux. Pour nous, qui nous pensions encore au centre du monde, investis d'un ordre de mission universel, la mondialisation n'était pas une aubaine. En première ligne, la campagne subissait les affres des mutations. Les paysans manifestaient leur désarroi devant un marché qui prenait les dimensions du globe. On les comprenait. Quand on a cultivé un terroir pendant 2000 ans, il n'était pas facile de participer à la foire mondiale. La lumière perça et couvrit de moirures l'anse de Scioto, mais la pluie revint vite, pas intimidée. L'après-midi passa sous un ciel anthracite à voler quelques coups d'œil à l'usine de la Hague. Parfois, nous trouvions refuge dans le café d'un village. En Normandie, toute la question est de se trouver du bon côté de la vitre. Nous arrivâmes à Dielette par des labyrinthes de murets. La mer avait la couleur du calcaire mouillé. Les maisons opposaient aux rafales des façades prometteuses, devant lesquelles on rêvait à des parquets craquants et des meubles cirés. Dans un jardin fleuri du village, des plaisantins avaient planté une stèle portant l'inscription « Aux irradiés anonymes ». Il faisait référence au recyclage des déchets nucléaires. Dans l'hôtel, je fus heureux pourtant de lire à la lumière de ma lampe de chevet la fin du « Chevalier des Touches ». Le 6 novembre, vers le Cap. J'ouvris la carte IGN du Cap de la Hague, ma borne finale. Le nez de Jobourg plongeait dans la Manche. La bordure supérieure de la feuille n'était qu'une nappe de bleu, commandant la fin de la marche. Je tentais de mettre quelque chose de solennel dans le dépliement du papier. Après tout, ce geste concluait ma lente entreprise de reconstruction. Une rafale ruina mes efforts. Le Cotentin était le bras que tendait la France sous le ciel pour s'apercevoir qu'il pleuvait. Les dunes de Biville moutonnaient doucement entre les bocages et la mer. Elles portaient une végétation pastel. Était-ce par respect pour la sobre élégance des ciels que la végétation s'interdisait toute teinte criarde? Cette nuit-là, nous montâmes un campement trempé à la pointe du nez de Jobourg. Les lumières de la centrale nucléaire rappelaient qu'il fallait vraiment être idiot pour camper sous la pluie à l'heure de la fission atomique. Le 7 novembre. J'avais encore attendu la libération du jour. Chaque aube est pour l'insomniaque un 6 juin personnel. Un ciel de plomb à l'est, déchiré par une gloire solaire. Voilà ce qui apparaissait dans l'ouverture de la tente. Les rayons décochaient sur l'eau des monnaies d'argent. La fougère veloutait les pentes. La matinée s'annonçait bien. Des chasseurs-cueilleurs, il y a 10 000 ans, avaient lutté pour se maintenir en vie sur ces escarpements. Les Normands appelaient haute falaise ces talus qui auraient fait rigoler les Savoyards. Les peuples du Rhin avaient eu du mérite à se tenir sous les ciels de chasse, à battre la lande devant une mer encore sauvage. 10 000 années plus tard, les installations de l'EPR dressaient leurs antennes au loin. On avait taillé l'os, on modifiait l'atome. Le temps passait, le ciel restait gris. La végétation des parapets était vaillante. Genêts et cardères se cramponnaient au-dessus du vide. Les bourrasques malmenaient les buissons sans les faire reculer. Peut-être souffraient-elles d'être déchirées par les épines. Les buissons étaient à la pente,
ce que les éleveurs avaient été à ces parages, des braves, opiniâtres, au bord du monde occidental. Les arêtes sombres découpaient un nouveau fil à chaque rentrant du chemin. Des corvidés stationnaient dans les laminaires, puis décrochaient, percutés par un souffle. Dans les mythologies normandes, ils incarnaient les figures de la mémoire. Ici, ils veillaient sur les vieux rochers de granit malmenés par les houles, gardiens des souvenirs, témoins des anciens naufrages. Nous arrivâmes en vue du phare de Goury, un enfer occupé jusqu'aux années 1990 par un gardien, avant l'automatisation des systèmes électriques. Enfer, dit Humann, un lieu où l'on vit seul? Le 8 novembre. Le bord de la carte et la fin du territoire. Nous fûmes en marche vers le nez Bayard dans l'aube fouettée de mouettes. La mer en faisait toujours beaucoup. Sur les versants, des bunkers allemands achevaient de s'effriter dans les prairies. Nous nous assîmes contre un muret. C'était le point le plus septentrional du Cotentin. J'étais arrivé au sémaphore de la Hague. J'avais rêvé cette balade de France dans un lit. Je m'étais levé pour l'accomplir. Elle s'achevait. C'était un voyage né d'une chute. Certains chemins avaient été suffisamment labyrinthiques et solitaires pour mon goût. Y flottait encore l'odeur des aubépines et des écorces fraîches. J'avais assorti ma balade de quelques trébuchements. Mon arrivée consistait à m'approcher des parapets pour y solder mes comptes et oublier les infortunes. Désormais s'ouvraient de nouveaux chemins noirs, ceux que je devais inventer hors du 25 millième. Des fuites, des replis, des pas de côté, de longues absences lardées de silence et nourries de visions. Une stratégie de la rétractation. Toute longue marche a ses airs de salut. On se met en route, on avance en cherchant des perspectives dans les ronces, on évite un village, on trouve un abri pour la nuit, on se rembourse en rêve des tristesses du jour. On élit domicile dans la forêt, on s'endort bercé par les chevêches, on repart au matin électrisé par la folie des hautes herbes, on croise des chevaux, on rencontre des paysans muets. La France rurale se maintenait dans les replis. Ailleurs, elle refluait. Une marée succédait à une autre. L'histoire avait élaboré un damier laborieux sur ce territoire. Il en subsistait des restes. Les paysans faisaient leurs adieux à un monde dont ils ne connaissaient pas le substitut. Les conversations avec ces hommes n'étaient jamais longues. Ils n'avaient pas que cela à faire. On repart dans les champs, on voit apparaître le visage de sa mère, inexplicablement, à la bifurcation d'une piste de forêt. On rejoint une jachère, on regagne les bois, on aperçoit de beaux chevets de pierre, on longe les rivières, puis les côtes, on marche sur le sable, on entend le ressac, et l'on parvient au bord du pays. Alors, on rentre chez soi, débarrassé de l'insecte qui vous mordait le cœur, lavé de toute peine, remis debout. On devrait toujours répondre à l'invitation des cartes, croire à leurs promesses, traverser le pays et se tenir quelques minutes au bout du territoire pour clore les mauvais chapitres. Je passais la dernière nuit sur un rocher herbeux avancé en presqu'île, devant Aumonville-la-Rogue. Nous atteignîmes l'endroit dans l'obscurité, sur des rochers glissants. Nous plantâmes les tentes et le fracas des vagues maintint le sommeil à distance. Aujourd'hui, nous avions abattu 35 kilomètres en compliquant l'itinéraire dans les bocages. « C'est fini », me dis-je. Le destin m'accordait la grâce de marcher à nouveau tout mon soûl et de dormir à la belle étoile, sur les avant-postes vivables. Les vires des parois, les sous-bois, le bord des falaises. Le pays était là, sous mon dos. Personne ne savait très bien ce que lui promettaient les métamorphoses. Les nations ne sont pas des reptiles. Elles ignorent de quoi sera faite leur mue. La France changeait d'aspect, la campagne de visage.
les villes de forme, et la marée montait autour de notre tente. Demain, il s'agirait de ne pas traîner. Une seule chose était acquise. On pouvait encore partir droit devant soi et battre la nature. Il y avait encore des vallons où s'engouffrait le jour, sans personne pour indiquer la direction à prendre, et on pouvait couronner ces heures de plein vent par des nuits dans des replis grandioses. Il fallait les chercher. Il existait des interstices. Il demeurait des chemins noirs. De quoi se plaindre ?